Bienvenue au musée Granet. Nous sommes dans les deux salles consacrées aux peintures napolitaines du Seicento des collections qui se trouvent accrochées en écho à l'exposition de Vito et qui seront augmentées d'une salle à l'issue de cette présentation de l'exposition des Vito pour conserver tout le premier étage aux peintures napolitaines du musée jusqu'à la section pédagogique sur Naples au XVIIe siècle, visible donc jusqu'à l'été prochain. Le musée Granet est un musée de collectionneurs. Les collections sont à la base même de l'existence de ce musée. Aix a été la capitale de la Provence jusqu'à la Révolution et de ce point de vue-là, un patrimoine très important a été rassemblé à Aix-en-Provence et a été récupéré en partie et en partie seulement au musée Granet. Donc le musée Granet a aujourd'hui une très riche collection de peintures à la fois nordiques, mais aussi évidemment italienne. La proximité avec l'Italie l'explique facilement, et puis aussi parce que la Provence, jusqu'à l'époque du roi René, c'est-à-dire fin du XVe siècle, a été un État indépendant. C'était le comté de Provence. Et le comté de Provence, donc, a été en lien avec l'Italie de manière très privilégiée, et même le bon roi René a été roi de Naples. Il n'a jamais vraiment régné, mais il l'a été potentiellement. Donc nous avons un fonds très important à Aix-en-Provence de peinture italienne. De peinture italienne de toutes les époques. Nous partons notamment de l'école sienno-provençale telle qu'on l'appelait précédemment. Depuis, des études récentes ont montré qu'il s'agissait plutôt d'un artiste napolitain qui avait travaillé à la cour des papes en Avignon, puisqu'on a eu pendant quasiment un siècle les papes qui ont siégé en Avignon. Et puis ensuite, des peintures de la Renaissance classique, des peintures aussi du maniérisme, mais surtout beaucoup de peintures du XVIIe siècle. Du XVIIe siècle italien, de toutes les régions de l'Italie, et évidemment aussi particulièrement de Naples et de la région de Naples, avec un fonds exceptionnel, on peut le dire en France aujourd'hui, au musée Granet. Donc une découverte à faire à la fois sur la peinture napolitaine, mais aussi avec la présentation de nos collections permanentes, celles qui se trouvent derrière moi, et où l'on peut là aussi voir d'autres régions d'Italie, d'autres artistes, d'autres styles, d'autres périodes évoquées dans ce riche fonds du musée Granet. Le fonds napolitain du musée Granet est l'un des plus importants des collections muséales françaises, avec une trentaine d'œuvres dévolues au Seicento napolitain, donc un volume et une qualité extrêmement remarquables dans les collections muséales françaises. Il provient de plusieurs libéralités, dont la première, celle de Jean-Baptiste Bourguignon de Fabregoul, dont le fils, en 1860, lègue à la ville d'Aix et au musée Granet un très grand fonds de peintures, 600 peintures, 200 italiennes environ, et un peu moins d'une trentaine de peintures napolitaines, et 300 sculptures et pièces d'archéologie. Il est complété, ce fonds, par deux natures mortes napolitaines, mais qui proviennent de manière importante pour le musée du peintre éponyme qui a donné son nom au musée, François Marius Granet. Et enfin, il est complété par quelques envois de l'État ou dépôts du musée du Louvre et des libéralités ponctuelles, dont celle du docteur Pécoul ou encore une œuvre provenant de l'église Saint-Jean de Malte, attenante au musée, puisque le musée est installé dans l'ancien prieuré du couvent de l'ordre de Malte. Alors une œuvre importante dans les collections du musée, c'est cette mort de Saint-Joseph d'Andrea Vaccaro, qui est aussi l'un des artistes que l'on retrouve dans la collection des Vito représentée par une Sainte Agathe. Ici, la mort de Saint-Joseph est mise en avant, c'est un thème que l'on retrouve d'ailleurs dans une autre toile de Bernardo Cavallino, cette fois dans la collection des Vito, importante pour la Contre-Réforme puisque c'est la bonne mort. Saint-Joseph va passer au ciel accompagné de son épouse, donc la Vierge Marie, et de son fils adoptif, le Christ, que vous voyez ici représenté, qui sont les protagonistes de cette scène, Saint Joseph étant
dans un morceau de bravoure pictural. Vous voyez ce raccourci très étonnant. Mais les protagonistes de cette toile sont la Vierge et le Christ qui se trouvent à côté. Alors cette toile a été de manière originale peinte pour Sainte Marie des âmes du Purgatoire à Naples, dans une toile d'Andrea Vaccaro monogrammée. Cette version ne l'est pas, mais la qualité picturale, vous voyez notamment le rendu également des poutis en haut, est totalement de la main du maître. Elle a été apportée dans les collections par le docteur Pécoul, qui est un érudit qui a beaucoup travaillé en Espagne et à Rome aussi, et a fait de nombreux dons également à la bibliothèque Méjeanne d'œuvres et de manuscrits religieux. Alors les deux natures mortes napolitaines de la collection proviennent, étonnamment peut-être, de la collection de François Marius Granet, ce peintre du XIXe siècle qui lègue sa collection personnelle et son fonds d'atelier à la ville d'Aix-par-Lègue, donc après sa mort en 1849. Et donc ces deux natures mortes, vous voyez ici une très belle nature morte au poisson, melon coupé et plat de figues blanches, attribuée peut-être à l'une des protagonistes de la famille des Réco, donc ces ateliers familiaux qui fonctionnaient par dynastie et qui se faisaient la spécialité de nature morte de poisson. Également peut-être au maestro dei pesci puntinetti pour justement ces petits points qu'on voit dans les bosselages ici de l'écuelle de cuivre et qui rappellent d'ailleurs également la manière dont sont traitées les écailles, ou derrière moi une petite toile attribuée grâce au monogramme qui est inscrit à Giuseppe Recco, un membre aussi de la famille des Recco. Alors Granet, comment s'est-il procuré ces œuvres? Alors nous l'ignorons, même s'il a passé une trentaine d'années de sa vie à Rome, où il était le collecteur et le rabatteur d'œuvres d'art italiennes, notamment pour le cardinal Fesch, dont la collection se trouve au musée Fesch à Ajaccio, mais il a aussi été brièvement, certes, mais en 1811-1812, le peintre de Caroline Murat, donc la reine de Naples. Il a donc pu aussi également se procurer ses œuvres, pourquoi pas à Naples. Nous sommes ici devant l'un des chefs-d'œuvre de la collection du musée et a fortiori du fonds napolitain, donc cette Sainte Marie-Madeleine peinte par Mattia Preti vers 1660. Donc c'est une œuvre extrêmement importante dont on voit l'héritage naturaliste ribéresque, notamment par ce fond très noir et ce très fort clair-obscur qui fait ressortir la figure de la sainte dont le visage est tourné vers le ciel dans un très fort pathos. Vous voyez ici notamment les larmes qui coulent de ses yeux portés vers le ciel, la très forte lumière qui vient éclairer son buste en relation avec ce magnifique drapé rouge qui ceint littéralement la composition. Alors héritage ribéresque là aussi dans la nature morte presque qui se trouve ici au premier plan avec le crâne qui évoque une sorte de memento mori puisqu'elle remet en cause aussi sa vie de courtisane, de luxure pour s'attacher non plus aux biens matériels mais aux biens évidemment de l'âme et également ici les instruments de sa flagellation notamment avec des cordes et des fers ici. Alors c'est un tableau qui a été peint peu de temps après la peste par Mattia Preti à Naples où il va faire un séjour entre 53 et 61, date à laquelle il part pour Malte pour être le peintre attitré de l'ordre. Vous voyez ici l'une des toiles les plus importantes par son format et aussi pour son sujet de la collection napolitaine du musée Granet, donc ce martyr de Sainte Catherine peint par Mattia Preti vers 1700. On est face ici à une réplique d'atelier, en réalité d'une œuvre que Mattia Preti a créée pour Sainte Catherine de la Valette à Malte, puisque donc c'est le peintre attitré de l'ordre de Malte, qui sera fait chevalier en 1661. Et peignant à Malte durant les 40 dernières années de sa vie, il va donc œuvrer pour l'ordre qui va ensuite envoyer
des répliques de son atelier dans les différentes églises de l'ordre, dont Saint-Jean de Malte, qui est l'église attenante au musée Granet. Alors on voit ici toutes les caractéristiques de l'art de Mattia Preti, qui installe sa composition dans une vue très architecturée. Vous distinguez à l'arrière-plan une façade notamment de palais, et puis la Sainte qui est évidemment au milieu sur son piédestal, qui est aussi évidemment le lieu de son martyre, avec l'édit qui est plaqué, presque en relief d'ailleurs, sur ce piédestal. Et la lumière divine, évidemment, avec ses poutis qui vont la ceindre aussi d'une couronne, arrive sur cette figure en fort clair-obscur, qui est entourée, et vous voyez cette composition tournante, presque tournoyante d'ailleurs, très théâtrale, des autres protagonistes, dont l'empereur à l'arrière-plan sur la tribune, qu'il a donc condamné à mort puisqu'elle refusait de se marier avec lui. Une œuvre d'un artiste rare dans les collections françaises, Giovanni Battista Spinelli, qui est aussi un des artistes représentés par une Vierge à l'Enfant dans la collection des Vito, et qui permet justement d'évoquer le dynamisme aussi du musée Granet, notamment en matière d'enrichissement de ses collections. Puisque la monstration de ce fond napolitain qui est présenté de manière inédite est aussi enrichie d'une œuvre, celle-ci, de Judith se préparant à trancher la tête d'Holoferne, et qui vient combler d'une certaine manière une lacune de la collection napolitaine du musée, très inspirée du naturalisme ribéresque. Alors vous voyez ici plutôt l'influence d'Artemisia Gentileschi dans ces années 40, 50, l'œuvre est d'ailleurs datée à peu près de la moitié du siècle, chez cet artiste dont on connaît un certain nombre de dessins et 2 grandes compositions au musée des Offices à Florence, mais très peu d'œuvres peintes. Ici, la particularité est, comme vous le voyez, l'attention très forte portée aux détails, notamment des étoffes, des bijoux de la Judith et aussi de la garde ciselée de l'épée ici, qu'elle s'apprête à dégainer pour trancher la tête d'Holoferne qui est à peine perçue à l'arrière et presque déjà d'ailleurs décapitée par le cadre lui-même. Et la narration très théâtrale aussi est renforcée par le fait que la servante soulève le rideau et dévoile ainsi la scène au spectateur. Alors 2 œuvres importantes ici, attribuées à Andrea di Leone, qui est un artiste élève d'Agnello Falcone et qui est l'un des grands artistes de la collection des Vito. Andrea di Leone est ici très influencé par l'art de Poussin, notamment dans ses coloris beaucoup plus clairs, une palette plus douce, même si on sent l'héritage du naturalisme, notamment ici, dans cet ange adorant le Christ mort et les éclaboussures de sang qu'on voit ici sur le linceul, notamment du Christ. Alors une œuvre, certes de petit format, mais extrêmement monumentale par ce cadrage resserré et la qualité sculpturale de la définition du corps du Christ. Une œuvre peinte sur cuivre, d'ailleurs, ce qui lui donne aussi un aspect extrêmement brillant. Cette autre toile, d'un sujet un peu plus difficile aussi, Tobie ensevelissant les morts, un thème très prisé là aussi par la contre-réforme au XVIIe siècle, est une œuvre qui a bénéficié de la campagne de restauration qui a touché la moitié, à peu près une quinzaine d'œuvres donc de la collection napolitaine du musée. C'est une réplique d'atelier, une copie en tout cas d'atelier d'une œuvre qui se trouve conservée au Metropolitan Museum de New York et qui nous a d'ailleurs permis de faciliter la réintégration à l'issue de la campagne de restauration, puisque c'était une œuvre qui n'était plus du tout visible, protégée dans son intégralité par un papier japon pour des raisons de conservation et qui a connu de nombreuses campagnes de restauration et donc de repeint qui avaient notamment touché les ciels et les frondaisons des arbres, de manière moindre les figures. Là aussi, une œuvre qui a été inscrite du nom du maître, ici sur l'architrave, Andrea di Leone, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la peinture du maître qui est de meilleure qualité, mais qui permet aussi de parler justement de ces ateliers qui fonctionnaient avec de nombreux artistes à la suite du maître et qui pouvaient abreuver en commande le marché de l'art.
Alors cette grande composition attribuée au maître de l'annonce Auberger fait un écho direct à la collection des Vito, puisque c'est l'un des artistes sur lesquels Giuseppe De Vito s'est appesanti et il a fait de profondes recherches pour savoir qui était ce maître de l'annonce Auberger. Et il a aussi évidemment collectionné un certain nombre d'œuvres dont l'une fait écho direct par ce format, cette grande composition très ample, à ces noces de Jacob et de Rachel. Alors ici, on voit une composition où Laban, ici le père de Rachel, qui compte sur ses doigts les 7 années au terme desquelles il avait promis à Jacob la main de sa fille. On connaît un autre sujet tiré de l'histoire de Laban dans cette collection très importante qui était celle de Jean-Baptiste Boyer d'Aiguille, un parlementaire qui, au XVIIe, déjà à la fin du XVIIe siècle, a eu une collection très prestigieuse d'œuvres aujourd'hui malheureusement dispersées, mais connues par un recueil de gravures du début du XVIIIe, et on décèle donc cette deuxième histoire de Laban dans cette collection. Cette œuvre est passée sur le marché de l'art au début des années 60 et a été acquise par l'État pour être justement déposée, grâce à cette provenance sexoise très importante pour les collections du musée, pour être donc déposée au musée Granet. Et on décèle là aussi l'héritage très naturaliste, notamment dans la définition des moutons ici, presque représentés d'Alvero, d'après le naturel. Des citations directes aussi à l'art de Velázquez. Vous voyez ce petit jeune homme buvant à l'écuelle, qui est une citation là aussi directe de l'art espagnol. Et cette manière d'entrer dans ces compositions très amples en frise par l'intermédiaire d'une figure repoussoire monumentale de dos ici et au premier plan, qui permet d'introduire la scène principale avec ses protagonistes en frise. Ce Saint Paul ermite en prière est une des dernières attributions des œuvres des collections napolitaines du musée Granet à Massimo Stanzione, qui est l'un des artistes bien représentés dans la collection des Vito, notamment avec le Saint Jean-Baptiste au désert, avec lequel il partage une datation assez proche pour d'abord la représentation et le choix de la représentation du saint jeune et son inscription dans l'espace. C'est une œuvre d'un format un petit peu spécifique, assez large dans son format horizontal, et vous voyez ici comment la figure s'inscrit justement dans un dynamisme très prononcé, avec une belle élégance aussi des gestes, notamment dans cette manière de détacher les doigts de la prière, puisqu'ici Saint Paul ermite sort de sa position de prière agenouillée. On voit qu'il pose un pied sur le sol pour se relever, surpris par ici le vol du corbeau. Alors l'héritage naturaliste est très prononcé ici, notamment par cet environnement sombre d'une grotte à peine percée par une nuée, et puis l'attention très précise aux détails, comme ici le crâne du memento mori ici, et la définition de ce vêtement de peau cousu et rapiécé avec les deux seules touches de couleur très propres à l'art de Stanzione, et ce rouge stanzionesque et ce bleu de la chausse. Ces salles donc présentent de manière inédite les collections napolitaines du musée Granet et concluent le parcours de visite consacré à l'exposition de la collection de Vito, qui sera visible jusqu'au 29 octobre. Cet accrochage inédit des peintures napolitaines du musée Granet sera visible jusqu'au printemps 2024 et je vous invite à revenir au musée Granet à Aix-en-Provence pour les découvrir.